Salut à tous, c'est Pank de Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un podcast qu'avait fait David Spiegel avec Huberman, donc Andrew Huberman qui a un super podcast, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un podcast qui a quelques années, mais je sais qu'il est passé à plusieurs reprises chez lui, il est passé aussi chez Dr Mike, etc. Et comme je vous avais dit, je vais vous parler pas mal de David Spiegel parce que c'est un des psychiatres qui a bossé le plus sur l'hypnose et qui a fait un maximum d'études, ce qui donne toujours énormément d'informations passionnantes à ce niveau-là. Et là, je vais juste vous faire un débrief de ce petit podcast. Je sais plus combien de temps il durait. C'est un petit podcast de 2 heures. Et vous allez voir les thèmes principaux que Spiegel aime bien mettre en avant. Donc la première chose qu'il propose, c'est que lui, sa définition de l'hypnose, c'est un état d'attention très focalisé. C'est pour ça que vous m'entendez régulièrement dire l'intérêt et l'importance en hypnose, la plupart du temps, c'est de réussir à faire focaliser quelqu'un. Pensez vraiment à ça quand vous êtes en train de travailler votre auto-hypnose, focalisez-vous sur quelque chose. Et je reviens vraiment sur ces techniques tradies que je trouve bien, qui étaient se focaliser sur une flamme, bon là faites pas ça avec une flamme, hein, mais sur un point, sur un endroit, une fixation du regard qui va amener une focalisation au fur et à mesure. Focalisez-vous sur une idée, c'est le principe des pré-tests, pensez à 2 aimants et dans votre tête d'abord à fond les aimants avant d'amener un phénomène idéomoteur. La notion de fixité et focalisation est quelque chose de très intéressant. Donc ça permet de le comparer par exemple à regarder au travers d'un téléobjectif où on voit beaucoup plus de détails mais dépourvu de contexte. Donc c'est vraiment cette notion, on zoome sur des éléments et le travail de suggestion et d'autosuggestion permet cette notion là. Alors il a comparé un moment à l'expérience de se perdre dans un bon film. Où d'un coup on est complètement dans le film. Il met quelques différences entre l'hypnose de scène où il y a une volonté de jeu à ce moment-là et l'hypnose plutôt clinique. Et j'aime bien comment il aborde l'idée, c'est amener les gens à changer leur état cérébral et à utiliser cet état cérébral comme un portail pour faire des ajustements dans leur cerveau et leur corps et d'autres aspects de leur biologie et de leur psychologie qui, bien sûr, leur profitent. Et l'auto-hypnose est une forme d'hypnose clinique parce que ça permet d'améliorer votre contrôle et votre corps-esprit. Alors, là, c'est quelques petites informations que je trouve intéressantes d'un point de vue théorique. Bien sûr que nous, sur de la pratique, c'est pas toujours ce qui nous intéresse le plus, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête. Donc, mécanismes neuronaux. C'est au travers des études d'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc réduction de l'activité dans le cortex singulaire antérieur dorsal, donc c'est la partie du réseau de la science et détecteur de conflits est moins active, ce qui rend moins probable la distraction et le fait d'être tiré hors de l'état hypnotique. Augmentation de la connectivité fonctionnelle entre donc le cortex singulaire antérieur dorsal et le cortex préfrontal dorso-latéral gauche. Bon là c'est super technique, hein. Donc chez les personnes les plus hypnotisables, cette connectivité est déjà plus importante, même sans être hypnotisé. Ça c'est intéressant à prendre en compte. Augmentation de la connectivité fonctionnelle entre le cortex préfrontal dorso-gauche et l'insula. L'insula est une autre partie du réseau de la science impliquée dans le système de contrôle corps-esprit et sensible à ce qui se passe dans le corps. Cette connexion permet un contrôle accru sur la fonction corporelle. Et c'est notamment démontré dans des études sur la sécrétion d'acide gastrique. Réduction de la connectivité fonctionnelle, donc sur plusieurs aspects. Globalement, vous voyez qu'il y a un vrai fonctionnement qui n'est pas simplement subjectif, mais purement objectif dans le cerveau. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Il nous parle des applications, il revient souvent sur les Big Five. Donc réduction du stress et de l'anxiété chronique, vous savez très bien que c'est un des points clés de l'hypnose. Vous pouvez vraiment
soit au travers de l'auto-hypnose, soit au travers de consultations, avoir une réelle diminution du stress. Le plus important est toujours la gestion que vous pouvez avoir du stress. C'est bien de diminuer pendant un laps de temps le stress, recadrer parfois les éléments, on va dire, causal de tout ça. Mais le plus intéressant est que vous puissiez comprendre comment, en cas de stress élevé ou d'autres situations de vie qui vous amènent dans du stress, à pouvoir gérer tout ça. Bien sûr, la douleur chronique, qui, vous savez, est un des thèmes qui, moi, m'est le plus important. Donc, Spiegel décrit une étude où en fait il y a une réduction par l'hypnose de la douleur pendant une procédure médicale avec utilisation très réduite d'opioïdes de moitié et moins de complications. C'est ce que nous on appelle l'hypnosédation. Donc de Frémonville en Europe a beaucoup travaillé ça. Il y a aussi, souvenez-vous, la possibilité de faire complètement des opérations sous hypnose sans aucun opioïde. Bien sûr, c'est toujours très connecté au cas où s'il y a quelque chose, bien sûr qu'ils envoient une dose pour éviter que y ait une souffrance chez le patient. Troubles du sommeil, donc l'application de l'auto-hypnose est très utile pour les personnes souffrant d'insomnie. Les phobies, donc efficace pour traiter les phobies et permettant une désensibilisation en imagination et en changeant le contexte associé à l'objet de la phobie. Et c'est maintenant très utilisé aussi en TCC. D'accord, donc il y a une exposition qui avait l'habitude d'avoir en prescription de tâches dans la TCC, en thérapie cognitive comportementale, qu'on retrouve depuis très longtemps en hypnose au travers de l'imagination, et maintenant en TCC sur la nouvelle génération, ils travaillent de plus en plus de cette façon-là, dans un premier temps dans l'exposition au trauma ou à la problématique, là on parle des phobies. Bien sûr les PTSD, donc troubles post-traumatiques, ça peut aider à traiter les mémoires traumatiques en rendant l'état mental de la personne plus congruent à l'état dissocié qu'elle a pu connaître pendant le traumatisme, permettant ainsi de se confronter à lui, au traumatisme en l'occurrence, et de trouver comment y faire face. Il y a un travail possible sur des maladies psychiatriques, et des résultats en cancérologie. Bon, là, il n'a pas forcément détaillé. Il est mentionné que l'hypnose ait montré une amélioration des symptômes dans diverses maladies psychiatriques et même des résultats en cancérologie via des études sur des patientes atteintes de cancer du sein métastasique, montrant une survie plus longue. Je vous rappelle, Simonton, il y a quand même maintenant presque 50 ans, avait travaillé sur des notions d'exploitation de la transe pour permettre à des cancéreux en phase terminale de vivre de façon assez saine plus longtemps que prévu, entre guillemets. Donc on sait qu'il y a un vrai boulot intéressant à ce niveau-là. Pour tout ce qui est pensée obsessionnelle, il y a aussi parfois un travail, mais on s'aperçoit que ils sont souvent plus difficiles à hypnotiser parce que ils sont plus dans une observation que dans un vécu. Donc quand il y a des personnes vraiment obsessionnelles, il faut vraiment qu'il y ait une intention de vivre l'expérience plutôt que de l'observation. Il revient un petit peu sur l'hypnotisabilité. Lui, il avait, et je voulais partager il y a quelques temps, le Spiegel Eye Roll Test. Je vous rappelle, c'est lever ses yeux, tenter de fermer. Et si vous avez ce blanc-là, ça veut dire que vous êtes assez facilement hypnotisable. Dans la notion hypnotisabilité, c'est-à-dire entrer en transe et avoir un feedback intéressant sur les suggestions qui vous ont proposées. Donc bon, ça c'était pas ce qui est le plus intéressant. Après il nous parle de la relation esprit-corps et contrôle. Donc le cerveau est un outil, les signaux du corps sont aussi des outils à gérer, pas seulement à absorber. L'hypnose est vue comme un cas limite où l'on peut pousser au maximum la régulation des fonctions comme la douleur. Elle permet une flexibilité cognitive, une capacité à changer de point de vue et dès lors de voir les choses différemment. Quelques petites observations à la fin. La superstition peuvent être liées à l'hypnotisabilité car l'imagination peut supplanter la réalité chez les personnes très hypnotisables. J'ai trouvé que cette remarque elle était assez sympa. L'hypnose peut être efficace bien sûr chez les enfants. L'hypnose peut induire un état sédatif au niveau chimique avec des preuves neuronales des activités GABA. On en a parlé il y a quelques jours quand je vous ai fait une capsule sur hypnose et douleur.
L'hypnose de groupe est possible et utilisée avec succès, comme dans l'étude des patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Pour les hypnos, pensez, n'hésitez pas quand vous avez des personnes qui vont très mal, ou même d'aller proposer à des centres de cancéro de faire des sessions d'hypnose collective pour les personnes, bien sûr, qui le souhaitent. La respiration en particulier, l'expiration lente peut augmenter l'activité parasympathique et est incorporée dans les inductions hypnotiques pour favoriser la relaxation. Donc, on voit globalement comment il perçoit l'hypnose. Je reviendrai vraiment beaucoup sur Dr Spiegel parce que vous allez voir, il a une vraie vision intéressante de l'hypnose, moderne et éprouvée à la fois cliniquement et scientifiquement. Je vous mettrai bien sûr le lien du podcast complet d'Huberman. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.